Vérité révélée, vérité révélée. Vérité révélée, vérité révélée. Chers bénis de Yah, nos frères et sœurs bien-aimés en Isaïa, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères de par le monde, en Asie comme en Europe, en Océanie comme en Amérique, nos Amériques, nos Caraïbes, nos Antilles, Martinique, Guadeloupe, Tribu Lévi, Haïti chéri, Kemet Katupa, Kimuntu. Bonjour, bonsoir. Après de longues attentes, après une longue trêve due à une malaise, je dirais une malaise au niveau de la gorge ou avec la grippe, la toux. Et j'ai pas pu pendant 2 semaines continuer l'épisode spécial sur Haïti. Et comme nous l'avons déjà remarqué, comme vous pouvez le constater, on a encore un peu le ton nasal parce que la grippe est encore là. Il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Notamment, je ne veux même pas ouvrir des parenthèses concernant Haïti parce que je vais laisser ça pour le dernier numéro qui concerne cet épisode. Ou comme je vous l'avais annoncé après vous avoir présenté le numéro sur le 1er janvier 1804 qui confirme encore une fois avec la soupe au giroman autorisée par l'impératrice, la femme de notre empereur Jean-Jacques Dessalines, en la personne de Marie-Claire Bonheur, qui a autorisé à tout notre peuple, blanc, noir, mulâtre, que ce soit esclave ou libre, de boire de la soupe au giroman le 1er janvier 1804, symbole de ce que Jean-Pierre Le Glonec a qualifié de 18 novembre 1803, les maîtres sont devenus les esclaves et les esclaves sont devenus les maîtres. À travers la soupe au giroman, on a prouvé à l'humanité que Haïti est une terre libre, indépendant et souverain. Peu importe ce que vous voyez qui se passe en Haïti, je vous le dis, calmez-vous. Je vous ai dit, restez en attente mon peuple, l'heure va sonner. L'heure va sonner en dépit de tout ce que vous voyez de vos propres yeux, en dépit de toutes les circonstances, en dépit de tout ce qui arrive dont nous ne nous attendons même pas. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Haïti reste et demeure la terre de la liberté. Haïti reste et demeure une terre d'empire et de royauté. Et voilà pourquoi, comme promis, nous allons d'abord aborder la question de royauté et d'empire à notre origine africaine pour arriver à Haïti, la terre d'empire et de royauté. Nous allons traiter ce soir dans 2 numéros. Ce numéro de ce soir et le numéro à venir, Royaume et Empire d'Afrique. Et c'est de là qu'on va voir, à partir de ces épisodes, d'où est-ce qu'on a tiré cette fierté de dire que Haïti est une terre d'empire et de royauté. Parce que Haïti est une terre composée, c'est une terre nègre, c'est un empire nègre, libre venu d'Afrique. Et voilà pourquoi ce soir, comme nous l'avons dit, ça c'est la première partie de ce que nous appelons Royaume et Empire d'Afrique. Nous allons aborder ça comment dirais-je, en sursaut. On va juste survoler avec vous les différents grands empires que l'Afrique a connus. Et pour cela, nous allons commencer par ceci qui dit que normalement, l'histoire du continent africain est passionnante. Généralement, lorsque les gens de nos jours, même nos propres frères, même ceux qui sont des nôtres, ils pensent que l'Afrique a commencé après la colonisation ou l'Afrique a existé pendant la colonisation. Je vous ai dit, c'est une faute capitale.
Parce que l'Afrique, c'est la terre de naissance. Voilà pourquoi je vous ai dit, si l'Afrique est la terre de naissance, Haïti sera celle de notre naissance. Voilà pourquoi on dit que l'histoire du continent africain est passionnante. Nous connaissons tous les pharaons d'Égypte et leurs tombeaux magnifiques. Mais combien d'entre nous ont entendu parler des anciens empires de l'Afrique de l'Ouest, par exemple? Le premier de ces empires, à savoir le Ghana, s'est développé dès l'an 300 à l'an 1300. Le Ghana était alors si riche que dans le palais du roi, les chiens portaient des colliers d'or. Le Ghana était alors si riche que dans le palais du roi, les chiens portaient des colliers d'or. Au cours du Xe siècle, quelques savants arabes commencent à écrire les richesses des grands royaumes d'Afrique. Certains comme Ibrahim et Batuta parcourent réellement le continent. D'autres s'inspirent des récits des voyageurs. Les écrits sur l'Afrique sont alors de plus en plus nombreux et très vite, la richesse des royaumes est connue en Europe. Vous entendez? C'est à partir des Arabes qui faisaient l'éloge, qui écrivent, qui s'inspirent des beautés des empires d'Afrique, que tout ceci va être connu des Européens. Ok? Les Portugais sont les premiers Européens à s'implanter en Afrique. C'est pourquoi je disais tantôt à un ami, d'habitude quand je parle de Edom, mais c'est rarement que je parle de Portugal. Alors que le Portugal est le premier, ce petit pays-là que vous voyez, le Portugal, est le premier à nous envahir. Donc, et c'est à partir de Portugal, on va trouver l'Espagne, on va trouver par la suite les Français, on va trouver les Anglais, on va trouver les Hollandais, tout ça. Les Belges. Mais ça commence avec le Portugal. Les Portugais sont les premiers à s'implanter en Afrique au début du 15e siècle. Un peu plus tard viennent les Français, les Hollandais et les Britanniques. Les Européens établissent des comptoirs le long des côtes et commercent avec l'Afrique. Mais bien peu à cette époque osent s'aventurer à l'intérieur du vaste continent qu'ils nomment le continent sombre. Bien peu à cette époque osent s'aventurer à l'intérieur du vaste continent qu'ils nomment le continent sombre. Nous allons voir ces ensembles d'empires. En commençant par l'empire du Ghana, nous allons voir par la suite l'empire du Kanem, nous allons voir l'empire du Mali, l'empire Songhai, nous allons voir les royaumes des Grands Lacs. Et pour terminer cet épisode, nous allons voir le royaume de Madagascar. L'empire du Ghana. L'empire du Ghana, lui, nous disons que dès les premiers siècles de notre ère, le Ouagadougou, un petit royaume situé entre le Sénégal et le Niger, aux sources de l'or et gouverné par le clan de Cissé Tounkara, finit par dominer l'ensemble des Soninké, peuple d'agriculteurs. Le roi fondait son pouvoir sur le culte du Ouagadougou, Bida, ça veut dire le dieu serpent. Il portait le titre de Kaya Magan ou roi de l'or.
Les problèmes de succession étaient inconnus car la tradition plaçait automatiquement sur le trône le fils aîné de la sœur aînée du roi. Le souverain du Ouagadougou fit bon accueil aux marchands musulmans arrivés au 9e siècle dans cette région qu'ils avaient appelée Ghana, du nom du titre que portaient les rois signifiant chef de guerre. Il leur permit de s'installer à côté de sa capitale, à savoir Kombi Salé, pour échanger leurs produits contre de l'or, mais sous bonne surveillance, car ils se réservaient le secret des origines de cette matière première qu'était l'or. Le Ouagadougou finit par dominer la vallée du Sénégal et la plus grande partie du delta inférieur du Niger. C'est au sein de cet empire très déconcentralisé que seraient apparues les premières castes de marchands et d'artisans. De sa capitale, l'empereur règne sur un empire divisé en provinces et royaumes avec une armée forte de 200 000 soldats. Des gouverneurs, des rois, des ministres l'aident à gouverner son peuple comportant 3 couches sociales. Des nobles, savoir commerçants, agriculteurs, aristocrates, hommes de caste, artisans, griots et esclaves des prisonniers. Il s'appuie sur une économie très développée. L'agriculture prospère au sud, l'élevage au nord, le commerce notamment transsaharien est florissant. Or, peau, céréales, esclaves. Les mines d'or et de fer se révèlent intarissables. Les transports se développent. Quand j'utilise le terme esclave ici, c'est juste dans le contexte pour vous permettre de mieux comprendre l'idée. Mais le mot esclave, comme nous vous l'avons dit, ça vient avec les Slaves. Ok? C'est différent le terme esclave avec des prisonniers ou des serviteurs. L'opulence de cet empire animiste attire les convoitises de ses voisins musulmans. Dès 1042, des berbères convertis à l'islam, almoravides, entreprennent la conquête du Ouagadougou. La ville d'Agoste est prise en 1057, puis Kombi Salé en 1076, mais reprise en 1087. Cependant, le Ouagadougou se trouve très affaibli et alors débute son lent déclin par un démembrement progressif. Les populations de l'empire hostiles à l'islam, imposées par la force, émigrent vers, vous entendez, l'islam imposé par la force, avec l'épée et le Coran. Les populations de l'empire hostile à l'islam, l'islam imposé par la force, ces populations émigrent vers le sud ou l'ouest, ou l'est. La nation se dépeuple et ses armées se trouvent donc moins puissantes. Ainsi, des royaumes tels que ceux du Mali ou du Diarra prennent la liberté de se détacher de l'empire qui va devenir un petit royaume. Simultanément, ce qui faisait sa prospérité comme commerce, élevage, agriculture, mine se trouve bien désorganisé. Certains des États vassaux en profitent pour se développer. L'un d'eux, le Soso du grand Soumaoro Kanté, s'empare même du Ouagadougou à l'aube du XIIIe siècle. Ça, c'était l'empire du Ghana. Maintenant, il y a un autre grand empire que l'Afrique a connu, c'est le royaume du Kamel. Situé au croisement des routes de la vallée du Niger, des régions forestières du sud, de la vallée du Nil et de la Méditerranée,
le bassin du Tchad est le plus grand carrefour de civilisation au sud du Sahara. Ici s'est développé le royaume du Kamen au 7e siècle. Son souverain, le Mey ou Maï, peut-être le thème africain, je ne connais pas trop la prononciation, le souverain, le Maï, tenait son pouvoir de la possession des chevaux et de la présence d'artisans métallurgistes. Grâce à la cavalerie dotée de couteaux, de jets redoutables, les Agarois, peuple de pasteurs dont ils étaient issus, assurèrent leur domination sur les agriculteurs. Le Kamen dura plus de 1000 ans. Un empire fondé sur l'esclavage, une sorte de servitude. La richesse du Maï, du Kamen, n'était pas fondée sur l'or, mais sur la servitude. Moi, je préfère la servitude qu'à l'esclavage. Son entreprise sur ces sujets, écrit un chroniqueur musulman de l'époque, est absolue. Il réduit en servitude qui il veut. Au cours des siècles, la région ne cessa d'être le terrain privilégié des chasseurs d'esclaves au profit du monde arabe, puis de l'Empire ottoman. Ok? Aujourd'hui, l'esclavage n'a pas complètement disparu dans la région et se perpétue à l'occasion des conflits locaux avec le Soudan voisin. Il faut comprendre ici que le terme esclavage utilisé ici, c'est notamment avec ce qu'on appelle les musulmans qui vont initier cela en Afrique. Parce que c'est eux qui vont commencer. Parce qu'avant, il y avait une sorte de servitude en Afrique. Il y avait de l'emprisonnement en Afrique. Mais ce n'était pas l'esclavage comme on le connaît de nos jours. Comme les musulmans l'ont initié et que les Européens, les Blancs, vont entrer dans ce jeu-là pour exterminer toute la population noire. Maintenant, on dit, ça c'était un empire fondé sur l'esclavage. Maintenant, la fin de l'empire du Kamen. Au XIVe siècle, le Kamen finit par faillit succomber sous les coups d'autres nomades. Sa caste dirigeante se réfugia dans un petit royaume vassal, le Bornou, et perpétua son pouvoir sous ce nom jusqu'à la veille de l'arrivée des Européens à la fin du 19e siècle. Ça, c'était l'empire du Kamen. Maintenant, on a un autre grand empire qui c'est l'empire du Mali. Successeur du Ghana tombé sous les coups des Almoravides en l'an 1076, l'empire du Mali fut le premier État structuré d'Afrique occidentale. Ses costumes, ses coutumes et sa structure sociale marquent encore les habitants de la région et leur mode de vie. Il y a un roi que bon nombre, un conquérant, un roi, un souverain que bon nombre de gens ont entendu parler. C'est Sondata Keïta de l'Empire du Mali. Selon la tradition orale, Sondata Keïta était le seul rescapé des 12 fils du roi du petit royaume Manding du Mali, tué par Soumaoro Kanté, roi du Soso. Soumaoro laissa la vie sauve au petit Sondiata car celui-ci était paralytique. Mais le jour de ses 7 ans, n'en pouvant plus d'être la risée de la cour, Sondata plia une barre de fer pour en faire un arc et acquit une force étonnante. Craignant pour sa vie, il dut s'exiler et décida avec des alliés de combattre Soumaoro qui avait enlevé sa sœur. Une nuit, la sœur de Sondiata réussit à percer le secret de
l'investibilité de Soumaoro. Aussi, quand un jour de 1235, les armées des deux adversaires se trouvèrent face à face, Sundiata tendit son arc et frappa l'endroit précis de l'épaule de Soumaoro indiqué par sa sœur. Sundiata Keïta assura ensuite sa victoire en s'emparant des régions riches en or du Ghana dont il fit son vassal. L'Empire Mandingue. Les successeurs de Sundiata Keïta étendirent son royaume et constituèrent un véritable empire dont l'influence allait de l'Atlantique au lac Tchad. En l'an 1285, un esclave affranchi s'empara du pouvoir pendant 15 ans, mais le clan Keïta parvint à remonter sur le trône. Les empereurs se convertirent à l'islam et divisèrent la société en castes, dominés par les guerriers, créant ainsi une structure sociale encore très présente aujourd'hui. L'Empire du Mali se disloqua à partir du XVe siècle sous la pression du royaume de Gao et la révolte des provinces. Dans ce même empire, on va trouver un autre souverain, la personne de Mansa Moussa, connu sous Kankou Moussa. Plusieurs souverains du Mali firent des pèlerinages à la Mecque et favorisèrent le commerce musulman. En 1324, l'empereur Mansa Moussa, appelé Moussa le Grand, prit la tête d'une immense cortège pour se rendre à la Mecque. Il emportait des présents ainsi que la plus grande partie de l'or conservé depuis des générations. Durant leur passage au Caire, en Égypte, capitale d'Égypte, les Maliens distribuèrent des aumônes comme tout bon pèlerin et dépensèrent sans compter, au point que le coût de l'orgue chuta dans la région pour plusieurs années. Sous son règne, le commerce transsaharien prend un essor spectaculaire. Du nord viennent le sel, les tissus, l'encens, les livres. Du sud partent les épices, le cuivre, l'or, l'ivoire et les esclaves. Les pays côtiers fournissent le miel, le cola, l'huile de palme et l'indigo. Comme monnaie, on se servait des courisses d'or, de cuivre, de bas de fer ou de bandes de cotonnade. Les impôts permettent l'édification de somptueux bâtiments tels que les mosquées de Tombouctou, Djenné et Gao ou le palais royal de Niani. Tombouctou. Allez lire ce document en anglais qui dit From Babylon to Tombouctou. Pour voir celle-là. Ou après l'Égypte en Afrique, on a le centre culturel, le savoir de l'Afrique. Voilà pourquoi les Français là ont envahi Mali encore une fois en 2012, prétendant que c'était pour combattre soi-disant des rebelles ou quoi que ce soit, je ne sais quoi, mais c'était juste pour aller s'accaparer de ces documents, de nos documents importants qu'il y a à Tombouctou. Les castes. La première caste était celle des guerriers. Elle était composée des 16 clans mandingues dont la haute noblesse qui regroupait les 4 familles alliées à Sundiata au nom encore répandu dans la région. Alpha, Condé, Camara et Traoré. Puis venaient 5 clans de religieux, ainsi que les marabouts, gardiens de la foi, les artisans, les griots et enfin les esclaves de guerre. Ça, c'était l'Empire du Mali. Et maintenant, nous allons voir un autre grand empire
Parce que le plus souvent, on connaît notamment l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire du Mali. Maintenant, parlons de l'empire de Songhai. Les royaumes vassaux de l'empire du Mali n'attendaient qu'une occasion de reprendre leur revanche. Ce que fit le petit royaume de Gao, qui donna naissance au plus grand empire que la région eût connu, jusqu'à provoquer la convoitise du lointain roi du Maroc, Soni Ali. En 1464, vous voyez, 1464, 1300, tout ça c'était des périodes, même si l'esclavage a commencé réellement à partir de 1441, mais vous venez de voir, avant cette période-là, il y avait une Afrique florissante. Il y avait une Afrique maître du monde. En 1464, Soni Ali monta sur le trône du petit royaume de Gao, chez les Songhai, établi sur le Niger en aval de Tombouctou. Je vous montre les images. Ce souverain constitua une cavalerie et une flotte de 400 bateaux, puis se lança à l'assaut de Tombouctou, qui fut vaincu en 1468. 5 ans plus tard, la flotte de Djenné assura la domination de Soni Ali sur tout le delta inférieur du fleuve. Surnommé Ali le Grand, il favorisa le commerce, créa une administration centralisée et prit l'habitude de diriger des actes officiels. Askia Mohamed. Son fils fut un piètre successeur et n'opposa aucune résistance à la prise du pouvoir par Mohamed Silla, le chef de l'armée appelé ensuite Askia Mohamed. Ce coup d'état, fomenté par les lettrés de Tombouctou, devait relancer l'islamisation de la région, trop lente à leurs yeux. Askia Mohamed étendit les limites de son empire et favorisa le développement des cités commerciales. C'est sous son empire, son règne, que Tombouctou atteignit sa plus grande renommée intellectuelle et commerciale. Il a laissé l'image d'un grand bâtisseur et d'un homme profondément religieux. Tombouctou tiendrait son nom de Bouktou, une vieille femme chargée de garder un puits où les caravaniers venaient faire boire leurs chameaux. Tombouctou, ça vient d'une vieille femme chargée de garder un puits où les caravaniers venaient faire boire leurs chameaux. Situé sur la route la plus courte pour aller du Soudan au Caire, et dans le monde arabe, situé sur la route la plus courte pour aller du Soudan au Caire et dans le monde arabe, la cité ne cessa de prospérer tant sous la domination des Maliens que sous celle des Songhai. Avec Djenné au sud, elle était la plaque tournante des échanges entre les céréales produites dans l'empire et le sel du désert passé sous le contrôle des Akyas. Cette richesse permettait d'entretenir nombre d'écoles musulmanes en relation avec les universités du Maroc et d'Égypte. La fin de l'empire Songhai. Fasciné par le prestige de Tombouctou et la richesse supposée des Askia, Al-Mansour, le sultan du Maroc, se lança à la conquête de l'empire Songhai. Askia Daoud résista vainement et la guerre civile dévasta le pays qui s'enfonça dans l'anarchie. Les gouverneurs marocains nommés par le sultan furent appelés Hamas par la population
à cause des armes à feu qui avaient assuré leur victoire. Puis, les sultans se désintéressèrent du Soudan, trop éloignés de chez eux. Ça, c'était la fin de l'Empire Songhai. Maintenant, nous allons voir les royaumes des Grands Lacs. Des Grands Lacs. En Afrique centrale, je voudrais laisser cette partie pour, mais on va en parler de toute façon. En Afrique centrale, ou du moins ça, je peux vous parler de préférence de, je vais laisser les royaumes des Grands Lacs pour parler de la deuxième partie où on va parler du royaume de Congo. Maintenant, parlons de préférence du royaume de Madagascar, l'île de Madagascar, que vous voyez au sud-est du continent africain. Madagascar s'est peuplé il y a 2000 ans d'Africains et d'immigrants indonésiens. Sur l'île jusqu'alors déserte, les grandes tribus comme Sakavala et les Betsimi Saraka fondèrent les royaumes aux coutumes communes. De grands souverains unifièrent le pays à partir du XVIIIe siècle. Des immigrants indonésiens poussés sur les côtes d'Afrique orientale par les vents de la mousson, les immigrants indonésiens ont probablement apporté avec eux le bananier alors et le riz. Mais il faut rappeler, les Indonésiens sont d'origine ménélikite. Ouais, ménélikite. Ça veut dire le premier fils de Salomon. Parce que tout ce royaume, Indonésie, Pakistan, Afghanistan, tout ça appartient à Ménélik Ier, le fils aîné de Salomon, l'héritier principal de Salomon avec la reine de Saba, la plus belle des femmes. Comme elle est ma grand-mère, la deuxième plus belle des femmes, la plus belle des femmes, maintenant c'est ma femme. Donc, voilà. Donc, on dit que poussés sur les côtes d'Afrique orientale par les vents de mousson, les immigrants indonésiens ont probablement apporté avec eux le bananier et le riz, qui offrirent une nourriture de base aux Africains. Ils ont aussi donné leur langue, à savoir le malgache, parlé aujourd'hui par tous les habitants de l'île. Par ailleurs, Madagascar doit au continent africain le principe de la royauté sacrée et le regroupement de la population en clans. Elle tient plus particulièrement des Swahili, son organisation politique, commerciale et culturelle. Andriana Poinimarina, fondateur de l'Empire malgache. Ce nom est difficile à prononcer, mais je vais vous reprendre cela. C'est Andriana Poinimerina, Nimerina, fondateur de l'Empire malgache. Ramboa Salama, autrement dit, le chien bien portant, l'un des lointains descendants du fondateur d'Antananarivo, prit le pouvoir dans les années 1790 sous le nom de Andrianampoinimerina, le seigneur au cœur d'Imerina. Ça signifie le seigneur au cœur d'Imerina. Il fonda une administration forte où les gouverneurs avaient autorité sur les chefs de clans locaux. Des assemblées de villages, les Fokono
les Fokono-Lona étaient responsables devant les inspecteurs royaux. Il s'efforça en vain d'unifier le pays. Son fils Radama Ier continua sa tentative de modernisation en équilibrant la présence des Français et des Anglais détenteurs des comptoirs sur la côte. La fin de l'indépendance. De 1864 à la conquête française en 1896, Réni Vaillarivoni fut le véritable chef de Madagascar. Époux des trois reines successives, à savoir Rasoherina, Rana Valona II, puis Rana Valona III. Il s'efforça de préserver l'indépendance du pays. Rana Valona II se convertit au protestantisme, ouvrant Madagascar à l'influence de l'Angleterre. Au grand regret de la France et sous le règne de Rana Valona III, l'île ne put résister aux pressions étrangères. En 1890, le sort de Madagascar fut décidé en dehors des Malgaches, comme d'habitude, comme à Berlin, en 1884, où le sort de l'Afrique était scellé, était décidé en dehors des Africains. Donc c'est la même chose qu'ils ont fait en 1890. Le sort de Madagascar fut décidé en dehors des Malgaches, car les Français et les Anglais s'étaient partagé la région. La France céda à l'Angleterre son influence commerciale au Zanzibar en échange de Madagascar qui fut annexé en 1896. Et comme c'est annoncé, la deuxième partie qui concerne les royaumes, les empires africains, pour le prochain numéro où nous allons commencer avec, avant de prendre le royaume du Congo, nous allons parler les royaumes des Grands Lacs. À bon entendeur, salut, mon cher peuple, voilà l'histoire de notre peuple africain qui n'est autre qu'un peuple d'empire et de royauté. C'est juste pour vous dire, pour vous mettre dans le contexte. Lorsque je vais arriver avec le dernier numéro sur Haïti, terre de royauté, pour vous dire que nous, Noirs, en Amérique en général, et même de partout, nous sommes des princes, des princesses qui sont en captivité, en dispersion, en exil. À très bientôt pour le tout prochain numéro sur les royaumes et les empires africains. Bonjour et bonsoir.